Bonsoir, bienvenue à vous en direct sur Public Sénat, votre émission pour prendre du recul et aller plus loin. Et c'est une véritable douche froide. Le nombre de demandeurs d'emploi a bondi pour le mois d'octobre et au-delà du chiffre de 40 000 chômeurs en plus. C'est un nombre considérable de familles touchées. On va analyser en profondeur cette très forte hausse. L'état d'urgence outrepasse-t-il ses droits? La France demande officiellement à déroger à la Convention des droits de l'homme. Qu'en est-il dans les faits? Débat à suivre. Le drapeau tricolore a le vent en poupe en hommage aux victimes des attentats de Paris. La bannière bleu-blanc-rouge va flotter aux fenêtres demain. Analyse d'un retour au symbole patriotique. Est-ce aussi un virage idéologique de la gauche? Enfin, notre invité ce soir est journaliste, essayiste, ancien directeur de Charlie Hebdo, auteur du livre C'était Charlie, Philippe Val, pour l'entretien tout à l'heure. Voilà donc pour le programme. Merci de votre fidélité. N'hésitez pas à réagir via le hashtag OVPL. Et tout de suite, les repères de l'actualité avec Paul Bouffard. Bonsoir à tous. À la une, ce soir, la plus forte hausse du chômage depuis 2013, plus 1,2% en octobre, soit 42 000 demandeurs d'emploi supplémentaires. L'accalmie de septembre est totalement retombée. Les détails avec Cécile Sixou. Coup dur pour le gouvernement, plus 1,2%. En octobre, le taux de chômage fait un bond. Avec 42 000 nouveaux inscrits, la France compte désormais 3,59 millions de demandeurs d'emploi. Il faut remonter à avril 2013 pour retrouver une telle augmentation du nombre de chômeurs. Au total, la France compte désormais 5,4 millions de personnes sans aucune activité ou avec une activité réduite. Des chiffres pas satisfaisants pour Myriam El Khomri. La ministre du Travail tente tout de même de dédramatiser. Les chiffres ont trop varié ces derniers mois pour être interprétés sur le long terme. L'exécutif croit tout de même en la timide reprise de la croissance pour enclencher l'inversion de la courbe du chômage dans les mois à venir, condition à la candidature de François Hollande en 2017. La France et la Russie vont coordonner leurs frappes contre l'État islamique. Déclaration de François Hollande à l'issue de son entretien avec Vladimir Poutine ce soir à Moscou. Le chef d'État français a appelé à la responsabilité de chacun dans la lutte contre Daesh. François Hollande tout à l'heure à Moscou. Je vous propose de l'écouter tout de suite. Ce dont nous avons convenu avec le président Poutine, c'est un point très important. C'est de frapper que les terroristes, que Daesh et les groupes djihadistes, et de ne pas frapper les forces et les groupes qui luttent contre le terrorisme. Et nous allons justement échanger nos informations là-dessus. Les suites donc de l'intense semaine diplomatique de François Hollande. Ce matin, il recevait à Paris le président du Conseil italien, Matteo Renzi, pour qui la Libye sera la prochaine priorité dans la lutte contre le terrorisme. Et 2 jours après le crash d'un chasseur russe abattu par l'aviation turque, la Russie demande des mesures de rétorsion économique. Le président turc déplore de son côté que Vladimir Poutine n'ait pas répondu à ses appels. Le chef de l'État turc qui dément avoir acheté du pétrole aux djihadistes. Demain à 10h30, la France rendra hommage aux victimes de la terrible nuit du 13 novembre à Paris. Le chef de l'État présidera cette cérémonie aux Invalides, mais certaines familles de victimes indiquent ne pas vouloir s'y rendre. Les explications de Mounir Soussi. Aux Invalides, les blessés, les proches des disparus et les forces de sécurité seront réunis pour un hommage national. Une tribune sera érigée dans la cour d'honneur pour accueillir les 1000 participants qui assisteront à la cérémonie placée sous le signe de la sobriété. Unique orateur, le président de la République tiendra un discours de 20 minutes dans cet endroit hautement symbolique. Ces victimes méritent un hommage national de la nation. Il a été choisi de le faire aux Invalides puisque c'est la tradition. En complément de cette cérémonie parisienne d'1 heure, François Hollande appelle tous les Français à afficher un drapeau à leurs fenêtres en signe de solidarité et d'unité. L'initiative est diversement appréciée chez les responsables politiques. Je suis un peu étonnée qu'un président de gauche s'approprie un patriotisme qui n'en est pas un. Un symbole, c'est bien. Une réalité, c'est quand même beaucoup mieux. Donc on aurait, par notre comportement depuis un certain nombre d'années, affirmé davantage les valeurs de notre pays. Pour moi, ce serait encore beaucoup mieux.
Une réserve partagée dans l'entourage de plusieurs victimes. Au moins 2 familles refusent de participer à la cérémonie. Leur manière de protester contre la politique de lutte contre le terrorisme menée par le gouvernement depuis janvier dernier. Vous pourrez suivre cet hommage national dans son intégralité, accompagné par Delphine Girard et Jean-Pierre Gracien, demain dès 10 h sur l'antenne des chaînes parlementaires. Au Sénat, Manuel Valls frappe fort lors des questions au gouvernement. Le Premier ministre dit en avoir assez de ceux qui cherchent des excuses culturelles ou sociologiques aux attentats. Il lance aussi un appel à l'islam de France. Écoutez. Il faut mener, bien sûr, une lutte implacable contre cette radicalisation. Mais moi, je vous le dis, j'en ai assez de ceux qui cherchent en permanence des excuses et des explications culturelles ou sociologiques à ce qui s'est passé. La priorité à la jeunesse, bien sûr, et c'est celle du gouvernement. Mais aucune excuse, aucun d'entre nous ici ne fait le moindre amalgame. Et nous distinguons bien. Et en même temps, nous disons qu'il appartient à l'islam de France de se lever et de dire que l'islamisme, le salafisme doivent être combattus par les armes que donne l'état de droit, bien entendu, mais doivent être combattus aussi par l'islam de France sur le plan théologique, sur le plan idéologique et sur le plan culturel. Alors, monsieur le sénateur, oui, priorité à la jeunesse, mais aujourd'hui, priorité à remettre partout la République debout. Demain matin, je vous le disais, la France sera plus que jamais bleu, blanc, rouge. Un retour en grâce de l'emblème national que vous analysez, Sonia, avec vos invités. Oui, et c'est le grand retour des symboles patriotiques. Et en tête, on retrouve bien sûr le drapeau tricolore qui va flotter aux fenêtres et balcons de France en hommage aux victimes des attentats de Paris. Alors, que signifie précisément ce retour en grâce? C'est aussi un changement pour la gauche qui s'approprie, compte tenu du contexte bien sûr, ces symboles qu'elle ne mettait pas en avant il y a encore quelques temps. Virage sécuritaire mais aussi virage idéologique. On pose la question à nos invités ce soir. Laurent Bouvet, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue. Politologue, universitaire, auteur de nombreux ouvrages dont le dernier en date s'intitule « L'insécurité culturelle chez Fayard ». Nous accompagne également Marion Mourgue, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, journaliste politique au Figaro Magazine. Patrick Appel-Muller, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur de la rédaction de l'Humanité et nous accompagne aussi ce soir Frédéric Dabi, bienvenue, bonsoir. Bonsoir. Directeur général adjoint de l'IFOP. Alors madame, messieurs, il y a Laurent Bouvet, l'hommage, l'émotion, l'action et les symboles. Ces symboles, ce sont la Marseillaise, l'engouement pour l'armée et le drapeau tricolore. François Hollande a appelé les Français à accrocher le drapeau bleu, blanc, rouge à leurs fenêtres. Mais est-ce que vous diriez que le mouvement est d'abord spontané, qu'il est d'abord populaire, que c'est un véritable élan ? Oui, enfin il me semble, j'ai vu effectivement un certain nombre d'enquêtes qui ont commencé à apparaître sur le sujet et puis il y a eu quelques signes qu'on a pu comme ça percevoir, notamment moi je l'ai vu sur les réseaux sociaux où il y a eu et c'est le réseau social Facebook qui a immédiatement réagi en donnant la possibilité de teinter sa photo de profil sur les pages Facebook des 3 couleurs nationales et énormément de gens l'ont fait. Et puis on l'a vu aussi au-delà de nos frontières parce qu'on parle de symbole national, mais l'élan de solidarité avec cet affichage des 3 couleurs sur de très nombreux bâtiments à travers le monde, avec New York, Sydney, Rio, énormément de démonstrations de solidarité avec la France. C'est quelque chose d'assez exceptionnel. On n'avait pas vu ça pour d'autres attentats ces dernières années. Donc il y a quelque chose qui joue autour de cette question nationale, qui est aussi l'accès. Parce que la nation en France, il ne faut jamais l'oublier, ce n'est pas une nation ethnique, ce n'est pas une nation qui se définit par le sang qui coulerait dans les veines de tel ou tel et qui le dirait français de toujours et pour toujours, alors que les autres ne pourraient pas l'être. C'est une nation civique et c'est aussi par la nation que la France a accès à l'universel. C'est quelque chose de très particulier. Il y a un lien direct entre les deux, ce qui n'est pas évident parce que la nation, ça donne aussi parfois le nationalisme qui est évidemment contraire à l'universel. Et le drapeau a servi dans notre histoire, le drapeau bleu, blanc, rouge, à la fois de formidables causes, à de formidables mobilisations, à la Révolution, à plusieurs révolutions. Il a aussi servi à Vichy, il a aussi servi de drapeau à la colonisation. Donc c'est un drapeau qui n'est pas en soi ceci ou cela, il est ce qu'on en fait. Or, cette fois-ci, l'élan derrière les 3 couleurs démontre qu'il y a quelque chose qui s'est passé, qui ne s'était pas passé, par exemple, après janvier. Exactement, de beaucoup plus rassembleur, Patrick Appel-Muller. On voit bien que l'esprit est très différent du mois de janvier. Et là, cet esprit autour du drapeau, il est bien plus rassembleur. Ça va bien au-delà du « je suis Charlie », qui n'était pas
pas partagé par tous. Oui, sans doute. Et en tout cas, ça pose la question de vivre ensemble, faire en commun, qui est quand même effectivement la structuration de l'idée de nation en France. Bon, il y a eu de longs parcours, qui s'est refondé avec la Révolution française, qui s'est refondé sur des bases riches, progressistes. C'est-à-dire la gauche ne découvre pas la Marseillaise. Tout le 19e siècle, toutes les révolutions 1930, 48, sur les barricades de la Commune de Paris, ont chanté la Marseillaise et ont porté le drapeau tricolore. C'est vrai qu'il y a eu des périodes extrêmement dures. Je pense notamment les lendemains de la guerre de 14, l'épouvantable boucherie faite au nom du drapeau tricolore, les guerres coloniales qui ont rendu l'usage du symbole plus difficile. Je crois que là, le débat idéologique n'est pas tant sur l'usage des symboles, dans lequel la communauté nationale peut assez naturellement se retrouver, c'est plutôt sur quelle idéologie accompagne aujourd'hui les symboles. Et là, de ce point de vue, sur l'appréciation de ce qu'est la République, l'appréciation de ce qu'est la guerre, s'agit-il d'une guerre de civilisation, y a-t-il un ennemi intérieur, tout un vocabulaire qui là est beaucoup plus bouchiste aujourd'hui. Je crois que là, il y a du côté du Parti socialiste une évolution très forte. En tout cas, du côté du tandem dirigeant. C'est la question. Parlons-en du couple exécutif Hollande-Valls. Marion Monck, vous avez fait un grand article consacré, et je vous pose la question, est-ce que c'est un véritable virage, changement idéologique marquant à gauche, à la fois sur la sécurité, on a parlé depuis plusieurs jours des mesures prises, mais là, quand on s'approprie quand même des symboles, on va rappeler qu'il y a quelque temps, il y avait eu tout un débat autour de la proposition de Ségolène Royal en 2007, et ça avait fait polémique. Oui, et c'est là on voit que c'est très nouveau. C'est vrai qu'en 2007, quand Ségolène Royal, alors candidate du PS, propose de reprendre le drapeau, la Marseillaise, le drapeau est à l'époque peu utilisé dans les meetings du PS, ça fait un tollé général à gauche, tous les candidats de la gauche lui tombent dessus. Du côté du Parti socialiste. Du Parti socialiste, mais aussi de la gauche. Je me souviens d'Olivier Besancenot en 2007. Besancenot était très virulent. Marie-Georges Buffet, reprenez l'humanité. Reprenez l'humanité, lui tombe dessus à l'époque non, le drapeau tricolore et par exemple l'usage de la Marseillaise, c'est dans tous les meetings communistes. C'est une tradition historique. Mais les déclarations des candidats de la gauche en général en 2007, reprenez toutes les déclarations. Et l'international. Sont très virulentes. La nation et l'international. Mais si on reste sur le débat, les déclarations sont très virulentes. Et à l'époque, personne ne la suit. Et donc là, quand on revient aujourd'hui, c'est assez frappant de voir qu'il y a une vraie évolution et que François Hollande reprend. Alors évidemment, il y a une tactique politique qu'on peut imaginer derrière, mais voilà, il y a une vraie évolution. Et puis il y a le tournant sécuritaire qui est derrière aussi, qui accompagne. Oui. Vous êtes d'accord, Frédéric Dabi? Véritable tournant, virage idéologique? Oui, c'est vrai qu'il faut rappeler les difficultés de la gauche avec les couleurs nationales au lendemain des guerres de décolonisation. La grande manifestation de droite en juin 68 contre le mouvement de mai, c'est avec des drapeaux français partout. On se souvient de Nicolas Sarkozy pendant sa campagne de 2007. Ségolène Royal avait essayé de s'opposer, de montrer aussi son attachement aux couleurs nationales. C'est vrai qu'elle avait été très fortement critiquée. C'est vrai aussi qu'aujourd'hui, l'émotion post-attentat s'est matérialisée dans l'utilisation des couleurs nationales. Vous l'avez dit, sur les réseaux sociaux, par l'utilisation par les autres pays. Donc c'est-à-dire il y a eu une émotion qui a été charriée par ces couleurs nationales. Il y a eu le rappel de l'universalisme de ces couleurs nationales quand Lamartine défend l'utilisation, le choix du drapeau français par rapport au drapeau rouge. Je crois qu'il dit ces drapeaux ont parcouru tous les pays d'Europe quand le drapeau rouge n'a parcouru que du sang. Enfin, n'a été souillé que du sang du peuple en 1791 et 1793, alors que le drapeau tricolore a parcouru les champs de bataille d'Europe. Donc on a vraiment et c'est vrai qu'il semble avec ce qui se passe depuis quelques jours, depuis ces attentats, ce qui va être symbolisé demain, qu'il y a une sorte de, je ne parlerai pas de réconciliation, mais d'appropriation générale du drapeau. Quand, rappelez-vous, les premières fêtes du Front National, c'était les fêtes bleu-blanc-rouge, Bébert. Il y a eu vraiment une captation par le Front National. Là, on est maintenant sur une réappropriation post-attentat, quand au moment de Charlie, c'était « Je suis Charlie » qui avait, comme vous l'avez dit, Patrick, généré plus de polémiques. Laurent Bouvet, réappropriation également du mot nation. Oui, alors justement, il est dans la bouche au lendemain des attentats Charlie Hebdo et l'hypercachère qu'on oublie toujours, on parle de Charlie, il y a quand même eu l'hypercachère, on était plus sur
le réinvestissement de la République, les valeurs de la République. C'est-à-dire l'idée effectivement de la liberté d'expression, d'une sorte de socle commun, à la fois hérité bien sûr de la Révolution, etc., mais aussi des lois de la République qui s'installent dans les années 1880, au début de la Troisième République, la liberté d'expression, toutes ces lois républicaines. Là, on est davantage sur la nation. Alors, est-ce que ça va être durable ? Je pense que c'est encore une question. Est-ce que c'est un grand tournant idéologique, y compris au Parti socialiste ? Attention, restons posés et calmes. On est en plein encore dans le moment exceptionnel, circonstances exceptionnelles, réactions exceptionnelles. On est dans des choses qui ne sont pas complètement calées. On voit qu'il y a déjà effectivement un certain nombre de contestations. Donc tout cela est encore bien incertain. Oui, mais Laurent Bouvet, il n'y a pas que l'utilisation, c'est vrai, du drapeau. Je vais vous citer d'autres exemples, je vais vous laisser réagir. Autre exemple, quand Manuel Valls, Patrick Appelmuller exclut toute culture de l'excuse, c'est-à-dire contrairement à ce qu'a dit Emmanuel Macron, mais je ne veux pas schématiser les propos d'Emmanuel Macron, Manuel Valls dit qu'il n'y a pas d'excuse sociale, sociologique, culturelle au terrorisme. C'est aussi, quelque part, on l'entend bien, une réponse à une partie de la gauche. C'est pas une réponse à une partie de la gauche, c'est la reprise d'un discours de droite qui est tenu depuis des années, qui est légitimé de la sorte par Manuel Valls. Qui cherche aujourd'hui des excuses aux massacreurs de Paris ? Personne. En revanche, ça fonctionne comme une injonction au silence. Il ne faut pas se poser la question d'où vient Daesh. Est-ce que la CIA y est pour quelque chose? Deuxième question, est-ce que les guerres qui ont été conduites n'ont pas semé le chaos dans tous les pays qui sont concernés? Troisième chose, est-ce que nous sommes dans un monde et dans une société où la violence, où l'injustice domine? Et est-ce qu'il ne faut pas se poser ces questions pour stériliser le terreau sur lequel pousse aujourd'hui le terrorisme? Eh bien aujourd'hui, le tandem gouvernemental ne veut pas poser ces questions. Il ne veut pas répondre, par exemple, ça c'était, on a vu les images tout à l'heure, c'était en réponse à un sénateur communiste qui l'interrogeait sur les politiques conduites en direction de la jeunesse pour qu'elle ne soit pas influencée par le terrorisme. Ben, si on ne se pose même pas ces questions-là, si on ne se pose que les questions du sécuritaire, eh bien on se demande à quoi peut être utile la gauche. C'est un point très important, Marion Maud. Oui, et justement, là, je rejoins ce que vous disiez, on est dans cette émotion, il va y avoir l'hommage demain, et donc on sent bien qu'aujourd'hui, un certain nombre de questions ne sont pas posées. Une fois que l'hommage va être passé, je pense que des voix vont s'élever, y compris à gauche, pour poser des questions et dire, mais où est la gauche? Vous dites que certaines personnes, évidemment, et on le comprend, par respect de tout ce qui se passe, par respect pour les familles, etc., mais on n'a pas entendu Martine Aubry, on n'a pas entendu un certain nombre de voix importantes à gauche, et je ne vois pas comment elles ne pourraient pas s'exprimer, alors qu'aujourd'hui, la gauche de Manuel Valls ne correspond pas évidemment à toute la gauche, et que le tournant qui est pris par l'exécutif, à mon avis, va poser un certain nombre de questions. Autre exemple du tournant, Frédéric Dabi et Laurent Bouvet, Manuel Valls dit l'Europe doit dire qu'elle ne peut plus accueillir autant de migrants. Ce n'est pas possible. Voilà un discours qui a clairement évolué. J'ai ces déclarations il y a encore quelques semaines, c'est frappant. Laurent Bouvet. Oui, alors il y a plusieurs choses, notamment dans le discours du Premier ministre, sur ce que vous venez de citer, sur l'extrait qu'on a vu tout à l'heure, sur la culture de l'excuse, etc. Moi, j'y vois, je l'analyserai d'une autre manière, pour compléter, non pas aller contre, mais compléter ce qui vient d'être dit. Il y a, dans la manière dont on essaie de retracer la causalité, comment en est-on arrivé là, un certain nombre d'éléments. Or, qu'est-ce qu'on voit se déployer? Et je pense que j'imagine que Manuel Valls réagissait aussi contre ça. On voit des explications, disons, sociologiques, anthropologiques, etc., se développer, voire économiques, qui sont des explications qui expliquent effectivement, enfin, c'est tautologique, mais ce sont des explications qui nous donnent des éléments. Mais qui donnent des éléments, par exemple, la sociologie des jeunes radicalisés. Récemment, un très très bon article d'Olivier Roy, un très grand spécialiste de la question de l'islam, etc., montrait comment se faisaient les processus de radicalisation. Il y en a eu beaucoup d'autres. Le problème de ce genre d'explication, c'est qu'il s'arrête, si vous voulez, à un moment donné, et il n'aborde pas la question idéologique qui est au centre ou du combat culturel qui est au centre, pas un combat de civilisation, attention, mais la question idéologique qui n'est pas non plus théologique. Et là, je dirais que le Premier ministre n'a pas bien fait cette différence, me semble-t-il. Il confond un peu les deux, parce que autant on peut pas avoir des explications uniquement sociologiques, économiques, anthropologiques, etc. C'est une réponse très politique aussi. Voilà. Permettez-moi d'être un peu plus terre à terre. Oui. Autant on ne peut pas rentrer dans le débat sur savoir ce que c'est qu'un bon islam, un mauvais islam, un bon musulman, un mauvais musulman. Ce n'est pas à des gens qui sont dans l'espace public, la République, de déterminer ce débat-là. Donc ni théologique, ni sociologique,
peut-être plus idéologique, Oui, peut-être avec quand un même combat un général. zeste de politique, Frédéric Dabi, on a bien compris. L'idéologie est politique. Bien sûr, mais politicien, si je peux me permettre, Ah oui, on a bien compris là, que c'était c'est une autre réponse chose. aussi On au sera ministre d'accord. Emmanuel Macron. Voilà, et ce sont ça, deux oui. gauches. Tout clairement. à fait. Ça, Pour certainement. autant, et on a parlé très justement ici de temps de l'émotion, ce temps de l'émotion a figé les choses. Il y a un très fort soutien des sympathisants de gauche au président et au Premier ministre, ce qui n'était pas évident pour François Hollande, avec une très nette remontée, y compris au front de gauche. Lorsque l'IFOP pour Ouest France Dimanche teste les principales mesures qui ont été annoncées, ce qui frappe, c'est un terrible affadissement du clivage gauche-droite, mais est-ce durable? Est-ce le premier titre de votre journal, Sonia, cette remontée spectaculaire du chômage? Là, on ne parle que de sécurité. La première préoccupation des Français reste l'économique et le social, reste l'emploi, et on va revenir là-dessus. Et ce qui s'est passé au mois de janvier, c'est-à-dire une remontée assez forte de la popularité présidentielle, une explosion, si je puis dire, de la cote du Premier ministre, ont été au fur et à mesure amodié, érodé par le retour des questions économiques et sociales, du chômage endémique et le sentiment que l'exécutif n'a pas un bilan présentable sur ces questions-là. Et juste cette popularité de François Hollande et de Manuel Valls ne semble quand même pas se traduire en intention de vote, manifestement dans les sondages, pour les régionales, puisque tous les candidats perdent des points. Et c'est plus à la flagrant. gauche de la gauche qu'au PS. Il y a quand même Au un petit PS, bouger en c'est faveur du flagrant. PS, mais ça n'inverse pas une tendance qui Et va être celle du vote Les candidats, pas au Front National. Est-ce que Non, je parle justement des candidats du PS. Patrick Appel-Muller. Non, mais je crois qu'effectivement, on est encore sous le choc, dans un contexte qui a un peu stérilisé les débats de la campagne régionale, donc qui n'a pas fait bouger de façon très forte les positions. Je crois qu'on va sortir assez vite de cette situation, à la fois sous la contrainte des réalités, mais aussi sous la contrainte des débats d'idées. Le même Premier ministre qui parlait de l'apartheid social il y a quelques mois, maintenant dit pas de culture de l'excuse, ne cherchons pas les raisons, contentons-nous de combattre, ou limitons ce combat sur juste une question idéologique face au radicalisme. Je crois qu'il faut effectivement tout ce débat d'idées, mais évidemment qu'il faut se poser les questions sur l'ordre du monde, la manière dont ont été conduites les guerres contre le terrorisme mené par Bush et consorts, Nicolas Sarkozy en Libye, et puis se poser les questions de ce qui est l'état de la société française. En Irak, et ça, il va bien falloir y arriver. En 2003, la France n'est pas allée en Irak. J'ai parlé de Bush, mais enfin, on est bien allé en Libye. Tout à fait. Et je crois me souvenir que, selon certaines confidences, certains gouvernants d'aujourd'hui ont regretté de ne pas être allés en Irak. En tous les cas, ce qu'on peut remarquer, c'est que c'est très dur pour l'opposition de se faire entendre. Laurent Bouvet, hier en Alsace, le président des Républicains, Nicolas Sarkozy, a célébré, je cite, les valeurs de la France. Et il a déploré, c'est important, le discours était assez... il fallait vraiment le lire, enfin lire ce qui avait été retranscrit, et il a déploré l'affaissement de la République. Est-ce que ce discours, il est écouté en ce moment? Au moment où on célèbre la nation, est-ce qu'on peut déplorer l'affaissement de la République? Là, on sent bien, enfin, le discours d'hier de Nicolas Sarkozy est un discours important. C'est-à-dire que c'est un des premiers grands discours à la manière dont il a fait des grands discours ou posé des actes à la fois comme candidat avant 2007 et puis comme président. Là, on sent qu'il retrouve cette veine. Et en retrouvant cette veine, il la retrouve avec les défauts qui ont fait aussi son échec de 2012. C'est-à-dire le fait de rompre l'équilibre qu'il avait su trouver dans la campagne de 2007 entre le travail et la nation, pour aller très vite si vous voulez, et qu'il a perdu sur la course-poursuite aux électeurs qui s'en vont vers le Front National en 2012, donc ce qu'on a appelé la ligne Buisson. Il revient à cette ligne parce qu'il est acculé par l'unité nationale qui se fait évidemment autour de son incarnation institutionnelle, qui est le président de la République, qui, lui, fait de la triangulation en reprenant un certain nombre de mesures dans son discours devant le Congrès, et puis aussi par une Marine Le Pen et un Front National qui, tranquille, pépère, déroule, n'a même plus besoin de parler, de faire justement des grands discours et se retrouve conforté par un certain nombre d'événements en disant « on vous l'avait bien dit, les migrants qui donnent des terroristes, etc. etc. » Donc il est complètement acculé, Nicolas Sarkozy, et il essaye de s'en sortir comme il le fait systématiquement depuis maintenant une dizaine d'années, depuis qu'il a commencé son ascension comme ministre de l'Intérieur, en essayant de poser des grands discours. Sauf que là, ça patine. C'est-à-dire qu'on sent bien que... Quand il est dans la polémique, on lui reproche, quand il fait les grands discours, il y a une ou deux régions Front National, pour parler clair, au régional, et que le PS, la gauche, se maintient et garde 4 ou 5 régions, ça va quand même être un sacré échec pour le président des Républicains. Je suis pas tout à fait d'accord sur la ligne. On n'est pas vraiment sur la ligne
campagne Buisson de 2012. Là, on est quand même à la limite un peu plus proche de 2007. Enfin, il y a un mélange. Et il est plus sur quelque chose de l'après. On sent que c'est un discours qui va commencer à écrire l'histoire pour la primaire, etc. Donc, peut-être que c'est pas audible maintenant, il revient bien vers Buisson quand mais même. pour beaucoup d'observateurs, le discours a été important, Frédéric Dabi. Il revient vers Buisson, sans doute avec, je suis d'accord, un mix de 2007 et 2012 sur les valeurs de la République. Mais il revient sur la ligne Buisson, mais n'est-il pas trop tard? Le grand mouvement, au-delà des intentions de vote électorales, c'est le siphonnage de plus en plus fort de l'électorat Sarkozy 2012 par le Front National. En région PACA, un quart, alors est-ce que les chiffres sont vrais, mais en tout cas c'est les tendances qu'on voit dans toutes les régions en termes de niveau, un quart des électeurs de Nicolas Sarkozy 2002 vont directement au premier tour sur la liste de Marion Maréchal Le Pen. C'est en ça que la campagne de 2012, cette course-poursuite pour finalement avoir un écart serré au second tour, c'est peut-être maintenant dans ces scrutins que Nicolas Sarkozy le paye. Oui, je crois qu'il est assez frappant que ce glissement sécuritaire qui est à la fois le fait de la droite, avec des discours quelquefois de Nicolas, de Christian Estrosi, de Vauquiez, etc., qui ce sont du pur registre du Front National ou de Marine Le Pen, les Guantanamo à la française. Je crois que ce glissement qui affecte aussi aujourd'hui le Parti socialiste, ou en tout cas le tandem dirigeant, légitime, hélas, aux yeux de beaucoup d'électeurs, le discours de Marine Le Pen. Et je suis frappé que quand on parle de République, d'affaissement de la République, de symbole de la République, le seul qui ait rappelé la devise de la République, liberté, égalité, fraternité, soit Barack Obama. On n'a pas entendu un seul des dirigeants français se référer à la liberté, à l'égalité et à la fraternité dans ces On va conclure, madame, messieurs. Parce qu'on parle du drapeau Laurent Bouvet, bleu, blanc, rouge, est-ce qu'on connaît la signification bleu, blanc, rouge? Oui, bien sûr. Le drapeau français... C'est pas une question piège, je sais que vous le savez. Non, mais il n'y a pas de souci. A été formé à partir du drapeau blanc qui était le drapeau traditionnel de la monarchie, blanc à fleur de lys doré, au moins dans la dernière partie de la monarchie française, puisqu'il était bleu nuit à fleur de lys doré plutôt au Moyen-Âge, mais c'est une autre question. Blanc et des deux couleurs bleu et rouge de la ville de Paris, Fluctuat Mergitur, qu'on a beaucoup entendu et vu sur les réseaux sociaux, dans les médias, qui tangue mais ne coule pas, la fameuse devise de Paris qui a bien illustré ce qui s'est passé. Et donc le drapeau a été constitué à partir de ces deux éléments qui marquent une forme de synthèse entre la commune révolutionnaire Paris, le Paris révolutionnaire. Ça traduisait l'irruption politique à l'avant-scène de la politique du peuple de Paris. Exactement, du peuple qui était incarné dans le peuple de Paris avec le drapeau monarchique. C'est une synthèse. Nous n'avons plus qu'à l'accrocher. Nous n'avons plus qu'à l'accrocher demain. Merci beaucoup. Restez avec nous. La suite de votre émission, sujet d'actualité évidemment, c'est une véritable douche froide. Le nombre de demandeurs d'emploi a carrément bondi pour le mois d'octobre. Et au-delà du chiffre de 40 000 chômeurs, en plus, c'est un nombre considérable, il faut le rappeler, de familles touchées. C'est l'édito ce soir. C'est la plus forte hausse depuis 2 ans, plus 40 000 demandeurs d'emploi en plus pour le mois d'octobre. Le gouvernement minimise, on l'a entendu tout à l'heure par la voix de la ministre du Travail. On en parle avec vous, Jean-Luc Gombault, bonsoir. Bonsoir Sonia. Ce chiffre, Jean-Luc, cette évolution, elle est très importante. Le chômage affiche sa plus forte hausse depuis 2013. Quelle est votre analyse de ce chiffre? La première chose, c'est que c'est la variation d'un mois sur l'autre qui est le plus étonnant. 40 000 de plus, 23 000 de moins. Comment est-ce possible d'avoir ainsi des basculements? Et je crois que la première analyse à faire, c'est quelle est la caractéristique de la croissance française et quelle est la caractéristique du marché du travail. Caractéristique de la croissance française, une mini-croissance chaotique et un marché du travail de plus en plus précaire. Quand vous avez un marché du travail précaire, mais vous avez une croissance à peu près régulière, même si elle n'est pas extraordinaire, ça ne pose pas trop de problèmes. Les gens qui sont précaires, ils perdent leur emploi, ils en retrouvent un autre. Quand on voit ce qui s'est passé, par exemple, au mois d'octobre, on s'aperçoit d'abord qu'en septembre, 48% des chefs d'entreprise disaient qu'ils étaient optimistes pour l'avenir. En octobre, on est tombé à 28%. Qu'est-ce qui s'est passé? En septembre, les entreprises ont dû embaucher des gens, mais ils étaient optimistes, mais pas trop longtemps, donc pas de CDI parce qu'ils ne veulent pas s'engager sur le long terme. En 28% sont optimistes, ils se sont délestés des gens qu'ils avaient embauchés en CDD. Et d'ailleurs, vous le voyez, en octobre, l'intérim a augmenté de plus 10%. Et le chômage a augmenté de 1,2%. En France, 90% des contrats de travail sont des contrats en CDD, dont 70% sont des contrats à 1 mois. Donc on a un marché extrêmement précaire et quand la croissance est chaotique, effectivement, ça donne ces variations brutales qui sont extrêmement douloureuses pour ces gens. Alors Jean-Louis, que peut attendre le gouvernement et surtout, plus important, que peuvent espérer et les familles et les chômeurs? Alors,
les chômeurs, ils peuvent espérer, on prie pour qu'ils puissent espérer de l'emploi. Et le gouvernement aussi, parce qu'il part d'un très mauvais bilan. Si vous voulez, depuis l'arrivée de M. Hollande, eh bien, le nombre de chômeurs a augmenté à peu près du même niveau que pendant tout le quinquennat de M. Sarkozy. Donc le bilan est quand même très, très, très mauvais. Qu'est-ce qu'il peut espérer? Bon, retour de croissance? Pas tellement, parce que effectivement, la France est un mauvais élève en matière de croissance en Europe, mais elle est mauvais élève dans une Europe de cancre. Oui. Donc, en fin de compte, il n'y a pas de véritable croissance en Europe. Ça, c'est un premier point. Ce qu'il peut espérer, peut-être, c'est un petit coup politique. Le coup politique serait le suivant. Vous venez de parler du climat un peu sécuritaire. Il est clair que M. Hollande, reprenant sur ses épaules en fait, une politique sécuritaire, handicape quand même quelque part les propositions de la droite dite classique, notamment de M. Sarkozy. On nous promet une réforme du contrat de travail pour début 2016, en tout cas une loi qui réforme le contrat de travail. On peut penser qu'il pourrait se dire, bon, écoutez, j'ai joué quand même pas mal de cartes, mais mon CICE, mes baisses de charges pour les entreprises ne fonctionnent pas très bien. Aller vers une, c'est pas actuellement ce qu'on nous dit, mais aller vers une plus grande libéralisation du marché du travail, de façon à vider là aussi sur les questions économiques, une partie du programme de la droite, en essayant de la pousser vers l'ultralibéralisme dont ne veulent pas les Français. Le problème en économie, c'est qu'on peut tout expliquer, mais on ne résout pas grand-chose. Merci beaucoup, Jean-Luc Gombault, pour votre analyse. Il est 22h30 passé. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez à l'instant. C'est votre émission On va plus loin. Et tout de suite, les principales informations de la soirée avec Paul Bouffard, bien sûr. L'Association des maires de France réagit après le début de polémique sur la présence de crèches de Noël dans les mairies. L'AMF a précisé ce soir que son guide sur la laïcité visait à aider les maires, mais sans aucune contrainte. Vous le savez, ce dossier avait suscité des crispations ces derniers jours chez des élus. Les explications avec Julie Hulin. Polémique est partie d'un hors-série du magazine de l'Association des maires de France publié la semaine dernière. Une dizaine de pages d'un vade-mecum sur la laïcité et ces quelques lignes. La présence de crèches de Noël dans l'enceinte des mairies n'est pas, du point de vue de l'AMF, compatible avec la laïcité. Une préconisation qui, un mois avant Noël, s'est transformée en controverse. Plusieurs maires Front National ont annoncé hier leur départ de l'Association des maires de France, dénonçant une position qui bafouerait, selon eux, la culture et les traditions. À droite également, plusieurs élus ont invoqué la tradition populaire. Mais sans consensus, le parti de Nicolas Sarkozy n'a pas pris de position officielle. À gauche, Jean-Christophe Cambadélis s'est ce matin rangé du côté de François Baroin. Bon, moi, spontanément, je serais favorable à ce qu'il n'y ait pas de crèche dans les mairies. Mais tout ça, ce sont des débats vraiment secondaires par rapport aux questions auxquelles nous sommes confrontés aujourd'hui. Depuis 2 ans, les arrêts des cours administratifs se sont contredits à plusieurs reprises concernant l'installation des crèches dans les mairies. L'AMF attend maintenant que le Conseil d'État se prononce et en appelle au ministre de l'Intérieur pour qu'il légifère sur le sujet. Le Sénat adopte le budget sécurité voulu par l'exécutif. En commission, les sénateurs ont validé à l'unanimité la mobilisation de 600 millions d'euros dans le budget 2016 pour mettre en place des mesures de sûreté supplémentaires. La présidente de la commission des finances du Sénat l'a confirmé tout à l'heure dans l'hémicycle. Après les terribles événements du 13 novembre dernier, il est de notre devoir de poursuivre la mise en œuvre de mesures pour lutter contre le terrorisme au-delà de celles qui relèvent de l'état d'urgence. Il faut protéger les populations, renforcer nos services de renseignement et je vous informe que la Commission des finances a adopté autour de midi les amendements que nous avions reçus et qui complètent la mission sécurité, adoptés de ce fait à l'unanimité. Et puis, toujours au Sénat, après l'échec de la commission mixte paritaire la semaine dernière, les sénateurs n'ont pas adopté en seconde lecture le budget de la sécurité sociale. Le rapporteur général a estimé qu'il n'y avait pas de lieu de poursuivre la discussion en raison, je cite, du désaccord de fond sur les équilibres généraux du texte. On passe maintenant au second débat. L'état d'urgence peut-il empiéter sur l'état de droit? Des réponses avec vous, Sonia, et vos invités.
Oui, l'état d'urgence et notre état de droit peuvent-ils longtemps cohabiter? C'est la question que l'on pose ce soir. Au-delà de la nécessité de cet état d'urgence, il ne s'agit pas de le remettre en cause, bien sûr, ce soir, mais de comprendre comment préserver l'état de droit tout en respectant les mesures exceptionnelles qui sont en vigueur pour 3 mois. L'analyse et le débat avec nos invités dans quelques instants, mais d'abord, on va s'arrêter un moment sur le comité de suivi qui a été mis en place au Sénat, une sorte de garde-fou parlementaire. On voit tout cela avec Faustine Saint-Geniès. Réunion au sommet Place Beauvau ce matin. 13 jours après le début de l'état d'urgence, le ministre de l'Intérieur a reçu les députés et sénateurs pour faire le point en temps réel sur les différentes opérations en cours. C'est la première réunion hebdomadaire de ce type, un rendez-vous qui avait été demandé comme condition préalable par les parlementaires avant d'adopter la prorogation de l'état d'urgence la semaine dernière. Le sénateur socialiste Alain Richard était présent. Nous sommes une institution représentant les Français qui contrôle l'exécutif et qui, en même temps, pour beaucoup d'entre nous, est suffisamment proche de l'exécutif ou l'a été pour comprendre que contrôler et copiloter, ce n'est pas la même chose. Autre jalon de contrôle de l'état d'urgence, un comité de suivi mis en place au Sénat avec pour rapporteur le centriste Michel Mercier. Les autres membres doivent être désignés la semaine prochaine. Ce comité devrait mener plusieurs auditions, parmi lesquelles celle du procureur François Molins. Des garde-fous parlementaires se mettent donc peu à peu en place. Depuis le 13 novembre, les forces de l'ordre ont mené plus de 1200 perquisitions en France. Et déjà des voix s'élèvent pour dénoncer des erreurs et des abus. Et nos invités ce soir, Céline Berton, bonsoir. Et bienvenue. Vous êtes secrétaire générale adjointe du syndicat des commissaires de la police nationale. Merci d'être avec nous. Je suis devenue secrétaire Eh générale. bien, félicitations. Merci d'être avec nous. François Saint-Bonnet, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue. Vous êtes professeur d'histoire du droit à l'université Panthéon-Assas. C'est spécialiste du droit des périodes de crise. Nous accompagne maître Xavier Nogueras, bonsoir. Avocat, pénaliste. Et André Berkoff, bienvenue, journaliste, essayiste. D'abord, madame, messieurs, est-ce que vous êtes d'accord pour dire que sur le principe, état d'urgence et état de droit, François Saint-Bonnet, peuvent cohabiter? Il n'y a pas de contradiction sur le principe. Là, ce dont on va parler et ce dont on va débattre, c'est comment éviter les dérives. Alors la question, si vous voulez, de l'état de droit, si on considère que l'état de droit c'est un standard de protection des libertés, l'état d'urgence est une atteinte à ces libertés. Maintenant, est-ce que ça menace les libertés et de manière absolument durable? À partir du moment où ça a été approuvé par la représentation nationale et que c'est encadré dans le temps, il n'y a pas lieu de s'en inquiéter outre mesure. La question, c'est de savoir quel est l'usage qui est fait de cet état d'urgence. Est-ce qu'il a vocation à traiter spécifiquement de la menace spécifique, terroriste, ce dont il est question, un péril imminent, article 1er de la loi de 1955, ou bien est-ce qu'il est fait pour faire un petit peu autre chose? Et évidemment, là, la question peut se poser, est-ce qu'il y avait bien des listes de 1200 personnes qui étaient susceptibles de commettre des actes terroristes pour réaliser 1200 perquisitions? Et évidemment, ça, c'est le point sur lequel je serais heureux que dans quelques mois, on puisse se dire, en effet, l'état d'urgence a pleinement réalisé son office. Je peux avoir un tout petit peu des doutes. Céline Berton, c'est toujours difficile de trouver le juste milieu, l'équilibre parfait, harmonieux, car les attentes sont tellement grandes en matière de sécurité et de protection, et avec notre état de droit. Alors, un petit principe préalable, c'est que, mais peut-être me trompais-je, mais il me semble que l'état de droit n'est pas un état, l'état d'urgence n'est pas un état hors la loi. C'est quand même un état prévu par la loi, donc je voudrais quand même rappeler qu'on agit dans un cadre. Ensuite, on est tous d'accord pour admettre qu'il n'y a rien de satisfaisant dans une démocratie comme la nôtre à envisager de devoir un peu plus limiter les libertés individuelles auxquelles on est tous attachés. Mais si on est contraint de le faire, c'est quand même parce qu'on a vécu la pire des atteintes à la liberté. C'est quand même la mort de 130 personnes il y a bientôt 15 jours. Ensuite, c'est quoi les mesures dont il est question aujourd'hui? C'est les perquisitions administratives. Ce sont les assignations à résidence. Que les choses soient claires. Quand les services ont utilisé, les services de police ont utilisé ces possibilités, ils l'ont fait avec une idée force qui était de tout mettre en place, dès notamment la commission des attentats, et avant même qu'on neutralise le commando, qu'on savait quand même être encore en liberté, mais qu'on empêche un nouveau passage à l'acte.
Et on a quand même trouvé des éléments qui laissent à penser qu'un passage là, que c'était envisagé. Je pense qu'il faut quand même admettre qu'il y avait une utilité à cela. Ensuite, sur qui on travaille? Vous évoquiez le fait de... Effectivement, je crois que le bilan ce soir est de 1233 perquisitions. Je pense qu'il y a plus de gens que ça en France qui sont animés par la volonté de vouloir atteindre notre État, et notamment des gens radicalisés. Il y en a beaucoup plus que cela. La question qu'il faut se poser, et ce qu'ont visé les forces de l'ordre en agissant, c'est aller taper, entre guillemets, si vous me passez cette expression, les gens qui étaient identifiés comme étant radicalisés et susceptibles comment dire, avec des informations sur lesquelles on pensait qu'ils pouvaient constituer un danger. Et on a aussi, je pense qu'il faut l'assumer, c'est l'occasion de le rappeler, on s'est aussi intéressé à une partie du banditisme plus traditionnel. Pourquoi? Parce que les spécialistes le savent, il y a une porosité entre les milieux terroristes ou les milieux radicalisés et les milieux notamment qui trafiquent des armes. Et aujourd'hui, les gens qui ont agi il y a une quinzaine de jours ont agi avec des armes, donc il fallait y toucher. Maintenant, je peux comprendre qu'une fois encore qu'il n'y ait rien de satisfaisant à ce qu'on soit durablement dans ce dispositif-là. Il est normal qu'il y ait des garde-fous qui se mettent en place. Il ne s'agit pas de vouloir agir en dehors de tout cadre. La position aujourd'hui de la police nationale, et notamment des commissaires de police, c'est de dire envisageons des manières différentes de travailler. Pendant 30 ans, on a été sur du tout judiciaire et force est de constater qu'on n'a pas abouti à des résultats suffisants. Réfléchissons à un cadre nouveau, avec des garde-fous. Avec des garde-fous. Un changement de culture, quasiment. Mais il faut quand même admettre, et on doit le faire tous ensemble, que ce qui s'est passé vendredi, parce que ça s'est passé, ça pose quand même globalement une question sur notre capacité collective à y avoir fait face. Ah, mais tout le monde se pose la question. Mais moi, je vais rappeler, André Berkoff, que l'état d'urgence, il a toute la légitimité démocratique, parlementaire et même populaire. Quand on interroge la Français, la question n'est pas là. Est-ce qu'on peut mener aujourd'hui un débat apaisé sur les moyens de protéger les Français sans rien abandonner de nos libertés, tout simplement? Je crois qu'il faudrait rappeler, moi je ne suis ni juriste ni policier, je voudrais rappeler peut-être que l'État a le monopole de la violence légitime, mais il l'a en fonction du fait qu'il doit protéger les citoyens. C'est quand même, je veux dire, au-delà des jours. Il doit protéger les citoyens. Force est de constater, et ce n'est pas depuis le 13 novembre, bien avant, que je rappellerai que le 7 janvier et d'autres choses qui se sont passées avant, Mera à Toulouse et puis l'état de... C'est que, pour le moins que l'on puisse dire, c'est que la protection, elle n'était pas assurée. Et elle n'était pas assurée pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Vous dites 30 ans de tout judiciaire, mais quel judiciaire? Je me rappelle simplement qu'un certain numéro 3 de la gendarmerie, le général Soublé, avait été écarté. Vous nous ramenez à loi, oui. Non, mais parce oui, que c'est très important, parce que c'est lié. Avait été rappelé parce qu'il disait que l'édition, que quand la police arrêtait, qu'il y avait des gens et des tas de gens qui n'étaient même pas traduits en justice, qui n'étaient même pas montrés. Et il y a eu quand même, et puis enfin, ne parlons pas des failles du renseignement, etc. Il y a quelque chose de fait que les gens se sont trouvés le 13 novembre dans une espèce d'open bar. Pendant 2 mois, Abu Daoud est quand même revenu sur les lieux du Bataclan pour constater de visu ce qui se passait. Je crois que personne ne remet en cause qu'il y ait des Sauf failles, qu'à ce moment-là, même ceux qui sont ça veut dire simplement que, bien sûr que personne n'a envie qu'on attente aux libertés fondamentales, mais il faut savoir aujourd'hui quelle est la hiérarchie des priorités. Je crois qu'elle est très importante. Voilà, et donc c'est évidemment un état d'urgence, peut-être d'ailleurs prolongé au-delà de 3 mois, nous verrons. Quel est votre avis, maître ? Moi, je pense que moi, je suis simplement le témoin le porte-voix d'un certain nombre de personnes. C'est bien d'avoir des grandes idées, des grandes phrases, mais moi, dans le quotidien des jeunes de ces personnes qui sont concernées, nous sommes dans le concret, là, non seulement parler. Oui, enfin, moi, j'ai depuis 2 semaines 12 personnes qui sont venues me voir, voilà, pour me dire, écoutez, j'apprends avec stupeur que. D'abord, j'apprends avec effroi ce qui vient de se passer en France, et puis j'apprends en plus avec stupeur que potentiellement, j'y suis lié. Il y a des gens qui travaillent, qui ont des enfants, qui ont des familles. Que vous allez représenter en tant que conseil. Que conseil, voilà. Qui viennent me voir, mais pas simplement, parce que c'est même parfois des gens que je connais, que j'ai croisés dans mon parcours d'avocat, pour certaines raisons, qui se retrouvent impliqués. Alors, la question fondamentale, c'est la question de la fiche S. Parce qu'aujourd'hui, on dit, il suffit d'entendre que la DG... C'est encore la question fondamentale. Mais oui, mais c'est ça, parce qu'en fait, on va rentrer. Oui. Mais si, parce qu'en réalité, je vais vous dire, il suffit que la DGSI communique au ministère de l'Intérieur une information
Donc personne, finalement, les informations que personne ne peut réellement vérifier, en disant cette personne est de près ou de loin liée à une action terroriste, pour que cette personne se retrouve assignée à résidence avec une obligation de pointer 4 fois par jour, jusqu'à il n'y a pas longtemps, et maintenant, puisque la loi a changé, 3 fois par jour. Ce sont des gens qui ne peuvent même plus aller travailler. Ce sont des gens... Alors, mais sur lequel pèsent quand même quelques soupçons. Mais quelques soupçons, ça veut dire qu'il faut faire une confiance aveugle. Alors moi, je ne suis pas justement policier, donc je vous pose la question. Vous êtes le conseiller et madame est policière. Donc je veux avoir les deux avis. Vous dites que ce sont des personnes, et d'autres, dont certains que vous connaissez, qui sont, selon vous, donc au-dessus de tout soupçon, qui sont aujourd'hui dans ces procédures. Pas au-dessus de tout soupçon, c'est simplement parce que vous fréquentez une... Non, mais ce que je dis, c'est que vous fréquentez une mosquée dans laquelle il y a eu une personne qui connaît une personne qui connaît une personne qui a connu M. Koulibaly. Ça suffit à l'autorité administrative pour vous assigner à résidence et vous empêcher de sortir jusqu'à l'expiration du délai de... Il faut faire attention à une présentation un tout petit peu simplifiée. Les fichesses, alors comme celle-là, profitons-en une minute. Sortons du mythe de la fichesse. La fichesse, c'est quoi? C'est un outil au service et au bénéfice des services de renseignement pour assurer le suivi, le parcours, l'environnement d'individus qui peuvent constituer une cible pour les services de renseignement dans le cadre de la prévention d'actes terroristes. Ça ne veut pas dire que toutes les personnes fichées S sont des apprentis terroristes. Premier sujet. Donc, je vous garantis qu'il n'y aura pas 10 000 assignations résidence sur les 10 000 personnes qui sont fiches S. Premier sujet. Deuxièmement, j'entends qu'il peut y avoir, et je ne le discuterai pas parce que on ne va pas nier le fait qu'il y ait pu y avoir des erreurs, parce que ça fait partie du monde. On ne va pas non plus nier le fait qu'il y a une ou deux perquisitions qui interrogent. Elle m'interroge moi-même et je l'ai aujourd'hui formalisé auprès du ministère de l'Intérieur. Mais c'est bien. Typiquement, moi, quand on évoque une perquisition qui a eu lieu en Dordogne, elle a été reprise généreusement par la presse, qui était manifestement pas en lien avec un fait. Voilà. Je pense qu'il faut qu'il y ait des garde-fous. Dans ce cas-là, vous-même, vous le signalez? Moi, personnellement, en tout cas, quand je suis en désaccord avec quelque chose ou quand me remontent les informations de commissaires de police qui nous disent là, on peut subir une pression, on est manifestement un petit peu en dérive, mon rôle, c'est de le dire. La police ne se laissera pas instrumentaliser par le politique. C'est clair. C'est net. Par contre, elle mobilisera, parce que c'est un devoir, elle mobilisera tous les moyens pour lutter contre ce qui lui paraît juste, notamment quand on a des profils de banditisme qui peuvent être, une fois encore, dans l'achat d'armes qui servent au terrorisme ou dans des profils de radicalisation. Je reviens au sujet. Donc, je comprends je ne nie pas le fait qu'il puisse y avoir quelques cas, et c'est bien que vous puissiez au demeurant les porter et les défendre. Maintenant, je veux quand même faire attention et rappeler que les gens qui prétendent avoir les mains complètement blanches, mais dont on découvre quand même qu'ils ne sont pas si clairs que ça dans leur fréquentation. Quand quelqu'un fréquente une mosquée salafiste, je pense que ça pose des questions et que ça pose débat. Donc voilà, je pense que la présentation n'est pas aussi simple. Une fois encore, je ne nie pas le fait qu'il doit y avoir un contrôle. Je ne nie pas le fait que vous soyez dans votre droit et dans votre devoir quand vous assurez cette représentation-là. Je pense qu'il faut aller au bout du schéma. Juste une question. François Saint-Bonnet, quand le président dit le pacte de sécurité l'emporte sur le pacte de stabilité, en réalité, le pacte de sécurité l'emporte sur tout. C'est la nation qui l'emporte d'ailleurs sur l'Europe, qui prime d'ailleurs sur le cadre habituel. On a compris que l'état d'urgence est un état exceptionnel, mais pas d'exception. Ce n'est pas des mesures d'exception. Si, ce sont des mesures d'exception. En réalité, il faut bien comprendre une chose. Les attentats commencent à 9h20, à 21h20. À 0h, l'état d'urgence est décrété. Ça veut dire que le péril imminent, précisé par l'article 1er de la loi, était déjà imminent. On ne fait pas un décret comme ça en 2 heures et on ne réunit pas un conseil des ministres comme ça sans y être préparé. On y était préparé. Moi, je ne suis pas choqué par le fait que dans l'immédiateté, dans l'émotion, dans la sidération, on utilise ce genre de mesures. Mais je crois qu'il n'y a pas plus d'imminence il y a 3 semaines qu'il n'y a d'imminence dans 3 semaines ou dans 3 mois. C'est la raison pour laquelle je crois qu'il faut absolument, de manière raisonnablement rapide, sortir de cet état d'urgence et de sortir de cette logique qui peut tenter. Et j'ajoute une autre chose, parce qu'elle est très importante. J'ajoute une autre chose, il faut aussi rentrer dans un débat, parce que je crois que l'équilibre entre sécurité et liberté, il n'est pas absolument immuable et qu'effectivement nous sommes confrontés à des actes qui sont des actes de sorte de commandos, de forces spéciales qui sont là dans nos rues
pour détruire des innocents. Donc ce pacte-là, et effectivement, vous me posez la question de la sécurité dans son rapport avec la liberté doit être reposée. Mais de grâce, sortons de cette émotivité absolue qu'est l'état d'urgence. Il y aura un autre moment d'émotion demain, et puis ensuite, il faudra revenir à la réalité d'une menace absolument durable. Bon, je crois que vraiment cette discussion entre état de droit et état d'urgence me paraît, excusez-moi, je crois que chacun est dans son rôle et c'est très bien, me paraît, vous l'avez dit vous-même, assez superfétatoire. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se poser ce genre de questions ? Non, mais absolument pas. Monsieur le juriste a dit, effectivement, on ne voit pas pourquoi l'imminence était hier et pas avant-hier et pas avant-avant-hier. Il y a quand même un état, moi de employer des mots des politiques, mais à droite et à gauche on l'a dit, on a un état de guerre. C'est peut-être gênant, c'est peut-être on l'accepte ou on l'accepte pas, il y a un état de guerre. À cet état de guerre, c'est pour ça que je dis au-delà de l'état de droit ou de l'état d'urgence, bien sûr qu'il faut conserver, qu'est-ce qu'on fait? Il y a quand même des morts, il y a quand même des morts, il y en a beaucoup, il y a des choses qui peuvent se répercuter. Tous les jours, on apprend des révélations comme quoi il y a eu telle faille alors qu'on savait que telle personne devait organiser tel attentat. On a appris, vous voyez, à la Défense, il devait se faire exploser à la Défense, etc., etc. Alors, que les libertés soient préservées, oui, mais ça, ce n'est pas, justement, vous disiez les grandes idées. Mais vous savez, qu'est-ce que ça veut dire la liberté et la démocratie, quand vous avez des gens qui veulent utiliser les armes de la démocratie pour la détruire et l'annihiler. Donc il faut faire vraiment très attention à ça. Donc pour moi, état d'urgence ou état de droit, il faut poser les règles où on s'arrête. Quelle est la ligne rouge dans un état entre le sécuritaire et la liberté? Et la liberté de qui? Pourquoi? Voilà le problème. Puisque vous avez la gentillesse de m'invectiver, je vais vous répondre très calmement. Vous êtes modeste. Et vous, c'est gentil. Mais on peut répondre à ça extrêmement calmement. Simplement, l'état d'urgence est fait pour une période absolument limitée. Et le fait que nous soyons face à une menace absolument nouvelle, d'une gravité extrême et parfaitement inédite, je suis absolument de votre avis. Et le fait qu'il faille avoir un débat serein sur les menaces qui pèsent et sur le nouvel équilibre qui peut être envisagé entre sécurité et liberté, je crois que personne n'en doute. Maintenant, expliquer qu'il faut demeurer dans un état d'urgence permanent, pardonnez-moi, je ne suis pas de cet avis. Mais pourquoi toujours opposer sécurité, liberté, maître et Céline Berton? Est-ce que nous n'entrons pas dans une nouvelle ère où il faudra apprendre à conjuguer ces deux réalités? Je pense que ça relève un petit peu de ça et il faut probablement que là on ne soit pas sur des positions de dogme ou d'idéologie, mais sur une position extrêmement pragmatique. Il va nous falloir tous apprendre à vivre. Alors, les spécialistes le disaient, hein, les services de police le disaient, les services de renseignement le disaient. Cet état, il n'est pas complètement nouveau. Il nous a déjà un petit peu éclaboussé avec les attentats de Charlie. Mais même à ce moment-là, la population dans son ensemble ne s'est pas sentie concernée. Charlie, c'était des journalistes pour leur tonalité d'expression, des policiers parce qu'ils étaient en protection et des juifs qui fréquentaient un hypercachère. Donc, je ne suis pas sûre que le reste du monde et de la France se soit senti concerné. Le 13 novembre, c'est différent. La totalité de la société s'est trouvée éclaboussée par cet événement parce que je suis sûre que dans votre entourage, tous, on a été ou on est touché soit directement, soit indirectement par quelqu'un qui y était, qui a pu s'en sortir ou quelqu'un qui malheureusement n'a pas pu s'en sortir. Donc oui, cet état, il existe et je peux vous garantir, et sans vouloir faire peur à quiconque, que sur l'ensemble des lignes surveillées par les services de renseignement, on s'est réjoui de ce qui s'est passé globalement. Ça veut dire que les gens dangereux qu'on surveille, dont certains sont l'objet de fiches S, ils se sont réjouis de ce qui est arrivé. Et ils pensent déjà à l'étape d'après. Quel acte grave encore constituerait un bel effet levier? C'est quand même ça la réalité. Alors il ne faut pas jouer à se faire peur, il ne faut pas travailler que sur la logique sécuritaire. Il faut aussi travailler effectivement sur les fondamentaux de notre société. Il y a un travail d'éducation gigantesque à faire. Alors, mais on ne va pas être dans les yak à faucons. Pour autant, je suis d'accord et philosophiquement, moi je suis pas dans la philosophie, je suis pas dans l'idéologie, je suis dans l'acte et dans le pragmatisme. Mais philosophiquement, je peux comprendre l'insatisfaction qu'il y a à demeurer sur une notion d'état d'urgence. Notre demande, nous, dans ces cas-là, c'est d'inventer des nouvelles règles, d'inventer un nouveau droit administratif, voilà, donc du droit, du droit. Hein, une fois encore, on n'est pas sur l'urgence, mais du droit, avec des outils de contrôle, des autorités de contrôle, qui ne soient pas que des magistrats judiciaires. Je suis désolée de le dire. C'est important, vous demandez cette évolution. Oui, on le demande, parce que le travail des services de renseignement, et je finis juste par là, le travail des services de renseignement ne se fait pas toujours dans le cadre judiciaire. Pourquoi? Et maître, vous en conviendrez, il y a un principe fondamental dans le droit judiciaire traditionnel, c'est le principe du contradictoire. Merci. Et un service de renseignement n'est pas compatible avec le principe du contradictoire. Alors, maître. Alors voilà, moi simplement, je ne fais pas de grand débat de société, simplement je vais vous dire une chose. Qu'est-ce que c'est qu'un
arrêté ministériel d'assignation à résidence. 4 lignes, madame. 4 lignes. Monsieur, vous êtes un salafiste radical. Vous envisagez de quitter la France pour la zone irako-syrienne. Vous êtes assigné à résidence. 4 lignes, madame. 4 lignes. Contradictoire, 0. Qu'est-ce que c'est que le contradictoire? Il y a des possibilités de recours, maître. Contradictoire, 0. Le contradictoire, c'est moi, DGSI, j'ai un argument, je le mets sur la table. Et avec les droits de la défense, la personne va pouvoir s'exprimer là-dessus. Laissez-moi juste le terminer. Là, le contradictoire, il existe en matière judiciaire. Une garde à vue, vous avez un procès verbal. Vous faites des déclarations, c'est marqué, c'est indiqué, c'est tapé, c'est signé. Vous pouvez vous défendre. Devant un juge judiciaire, vous pouvez vous défendre. Vous pouvez contester d'une argumentation. En administratif, vous faites l'objet d'un renseignement, le fantasme absolu de tous les Français, la fiche S. Vous faites l'objet d'un renseignement, on vous dit, monsieur, vous êtes un salafiste radical, taisez-vous. Vous êtes un salafiste radical, vous voulez partir en Syrie. Donc, maître, qu'est-ce que vous proposez? Et le monsieur dit, mais attendez, mais pas du tout, mais que dites-vous? Et le seul recours, parce qu'on parle de contradictoire, 0. Quand je vais devant le tribunal administratif, qu'est-ce que vous voulez que j'apporte comme pièce contraire à une argumentation sectaire, arbitraire et cachée d'un juge ou de la DGSI qui ne repose selon vous sur aucun élément? Moi je ne connais pas les dossiers dont vous parlez, donc on ne peut pas rentrer dans les détails. Des filatures, a-t-on des enregistrements? Ils ne vont pas vous donner les secrets de l'enquête, enfin, soyons raisonnables une minute. On travaille sur des gens qui menacent la sécurité de ce pays. Qui aujourd'hui doit pointer 4 fois par jour devant le commissariat de police. Jusqu'à une filière, on ne va pas justement vous dire voilà, on suit un tel. Sauf que cette personne-là se retrouve dans une situation beaucoup plus compliquée que si elle était sous contrôle judiciaire, avec une obligation de pointer une fois par mois ou une fois par semaine, avec le contrôle d'un juge d'instruction ou d'un juge d'application des peines ou d'un juge des libertés et détention. Là, on a compris. Mais François Saint-Bonnet, est-ce qu'il y a aujourd'hui, tout à l'heure on a vu un sujet, un reportage sur un comité de suivi, donc un garde-fou parlementaire, ça se passe ici au Sénat. Est-ce que vous faites confiance à ce genre d'institution justement pour suivre l'évolution de l'état d'urgence? De manière générale, plus on rogne sur les libertés et plus il est important que l'ensemble des citoyens ou des mécanismes de contrôle, des contre-pouvoirs soient excessivement vigilants. Il y a la mise en place de ce comité de suivi parlementaire dont j'ai cru comprendre que les moyens étaient relativement limités et le fait majoritaire fait que de toute façon, il est assez improbable qu'on aille assez violemment contre le pouvoir exécutif. En revanche, la société civile a tout son rôle, vous-même, avec la presse, vous avez tout à fait votre rôle à jouer, les associations, les syndicats, qui peuvent être des syndicats de policiers, de magistrats ou encore des associations de défense des droits, peuvent accomplir leur rôle. Et je crois qu'il faut être particulièrement vous avez raison. Attentif. Est-ce qu'on peut comparer avec d'autres pays pour conclure? Que n'aurait-on pas dit si on tenait ce même débat en Belgique, Céline Berthon? Voilà un pays où il n'y a pas eu ce qu'on a vécu là 13 novembre et qui s'est totalement fermé quelques jours. Pour quelles raisons? On va voir plus tard. Il y a eu des perquisitions, des arrestations, mais enfin voilà, ça a repris. On n'a pas bien compris tout le processus, mais rappelons malgré tout que nous sommes en France, un état d'urgence, et que si on compare par rapport à d'autres pays, qu'on le veuille ou pas... Excusez-moi, vous avez posé la question à Céline Berthon, moi quand même quelque chose, on a appris quand même avant-hier ou hier, que la bourgmestre de Molenbeek avait les noms de pratiquement tous les djihadistes. Alors moi, je veux bien qu'on défende les libertés, qu'on défende tous ces gens-là. Elle avait les noms, mais elle a expliqué qu'elle ne pouvait pas le transmettre parce que les lois ne le permettaient pas au fédéral. Je veux dire que nous sommes en position quand même où on a des renseignements, parce que tous ces gens-là, évidemment, beaucoup étaient soit fichés, je ne parle même pas de la fichesse, soit suivis. Ils sont passés à travers toutes les mains défilées. Excusez-moi, pour arriver au résultat, où si vous et moi, on était devant le Bataclan rue de Charles. Non mais, il y a ça le problème. Le problème, c'est qu'il y a non seulement des failles, mais des abîmes. Et vous l'avez tous rappelé, moi, je veux bien qu'on avec des points de vue toutes les libertés différents. Mais qui se rejoignent pour dire qu'il peut y avoir une cohabitation et sûrement une évolution pour rapprocher sécurité et liberté. Merci en tous les cas, merci pour ce débat et cette analyse. Restez avec nous dans un contexte qui est toujours lourd et tendu. Je vous propose ce soir de nous détendre un petit peu avec un tout autre regard, celui de notre caricaturiste Hervé Baudry. Et vous le savez, chaque jeudi dans cette émission, il croque l'actualité de la semaine. Bonsoir Hervé Baudry. Bonsoir Sonia, bonsoir à toutes et à tous. Eh bien oui, encore une semaine lourde, hein. On n'arrive pas à s'en dépêtrer de cette espèce voilà. D'ambiance, on va dire. Parce que donc il y a une semaine après Paris, nous avons eu un attentat donc au Mali. Nous avons eu donc un attentat à l'hôtel Radisson Blu.
Plus que jamais, le terrorisme traverse les frontières et la douleur qui va avec. Alors moi j'ai fait un petit hommage, mon hommage à moi, tricolore, avec la Tour Eiffel, parce que le Mali n'est pas si loin ici. On a beaucoup de Maliens à Paris. Et on les salue. État de siège à Bruxelles cette semaine, avec une alerte maximum. Les autorités avaient demandé aux médias, aux utilisateurs de réseaux sociaux, de ne pas diffuser des informations liées aux opérations de police en cours. Alors ça a très bien marché, le génie belge était là, il est entré en action, on a pu voir des milliers de chats apparaître sur Twitter. Et en regardant de près la cartographie de Bruxelles, j'ai remarqué qu'elle formait en fait une tête de chat. Ah oui. C'est vrai, hein, il y a une petite oreille de... Mais c'est vraiment une tête de chat, donc hasard. Chez nous, nous sommes donc en état d'urgence, vous en parliez à l'instant, et c'est la mobilisation générale dans les services de l'État. Pas totalement, car au ministère de la Justice, on s'accroche encore à la règle des 10 ans pour un même poste. Hein, on a beaucoup parlé de l'affaire Trévidic. Alors on passe le luxe de se passer, on s'offre le luxe de se passer d'un expert de la lutte antiterroriste comme le juge Trévidic. Moi j'ai inventé donc un petit quiz. Le juge Trévidic, tu le préfères aux affaires familiales, consultant média ou juge antiterroriste. Donc vous cochez la case et puis on enverra ça à qui de droit. Encore un dessin sur fond noir cette semaine. La jeune démocratie tunisienne à nouveau touchée par un attentat sur un bus de garde présidentielle, je crois. Donc soutien et courage à cette belle Tunisie qui plie mais ne rompt pas. C'est vrai, elle a besoin une belle caricature de nos efforts. Projet de coalition, on en parlait aujourd'hui, oui. Anti-Daesh, Hollande. Oui, donc il fait des kilomètres, Hollande, avant la COP21, c'est pas bon pour le carbone. Mais bref, donc il est allé à Paris, Washington, Berlin, Moscou, ça sent le jet lag et le burn-out. Mais il va y avoir peut-être, quand un négociateur rencontre un conférencier à l'aéroport, ça peut donner ça. Donc il y en a un qui a un avion à prendre, l'autre qui rentre. Je ne sais pas qui est le conférencier. Après cet état d'urgence, comme j'en parlais, on a bien sûr, on n'a pas oublié la COP21, donc celle-ci aura bien lieu. Elle se fera certainement dans un climat plutôt chaud. Donc moi j'ai transformé un petit peu le vert en camouflage. Cette conférence sera donc sous très haute surveillance. Sous état d'urgence également pour la COP21. Voilà, et on termine demain, Sonia, donc vous aurez votre petit drapeau, j'imagine, l'hommage de la nation aux victimes. Très bien. Les attentats, François Hollande donc appelle à pavoiser des drapeaux tricolores à chaque maison. Moi j'ai trouvé dans un tableau de Raoul Dufy, que j'adore, le peintre Raoul Dufy, donc ce fameux tableau, la rue pavoisée. Donc glisser donc ce tableau dans un dessin de ce jour, d'aujourd'hui, ça donne un relief, une épaisseur, très jolie caricature, avec beaucoup de journée un peu particulière. Merci beaucoup Hervé Baudry. À jeudi prochain. À jeudi. Toujours avec plaisir. Il est 23h. Le rappel des principales informations de la soirée, c'était avec Paul Bouffard. Demain, la France devrait plus que jamais être drapée de bleu, blanc, rouge aux Invalides. Cérémonie d'hommage aux victimes des attaques de Paris dès 10h30. Certaines familles ont déjà prévenu qu'elles ne s'y rendront pas. Les explications de Mounir Soussi. Aux Invalides, les blessés, les proches des disparus et les forces de sécurité seront réunis pour un hommage national. Une tribune sera érigée dans la cour d'honneur pour accueillir les 1000 participants qui assisteront à la cérémonie placée sous le signe de la sobriété. Unique orateur, le président de la République tiendra un discours de 20 minutes dans cet endroit hautement symbolique. Cet lieu, on rend hommage aux victimes et aux militaires, effectivement, qui sont tombés au combat. Et ces victimes méritent un hommage national de la nation. Et il a été choisi de le faire aux Invalides, puisque c'est la tradition. En complément de cette cérémonie parisienne d'1 heure, François Hollande appelle tous les Français à afficher un drapeau à leur fenêtre en signe de solidarité et d'unité. L'initiative est diversement appréciée chez les responsables politiques. Je suis un peu étonnée qu'un président de gauche s'approprie un patriotisme qui n'en est pas un. Un symbole, c'est bien. Une réalité, c'est quand même beaucoup mieux. Donc on aurait, par notre comportement depuis un certain nombre d'années, affirmé davantage les valeurs de notre pays. Pour moi, ce serait encore beaucoup mieux. Une réserve partagée dans l'entourage de plusieurs victimes. Au moins 2 familles refusent de participer à la cérémonie. Leur manière de protester contre la politique de lutte contre le terrorisme menée par le gouvernement depuis janvier dernier. Et puis, nous l'avons appris aujourd'hui, le décès du commando parachutiste Alexis Garato. Ce membre des forces spéciales est mort des suites de ses blessures. Son véhicule a sauté sur une mine au Mali le 13 octobre dernier. Au Sénat, Manuel Valls frappe fort. Lors des questions au gouvernement, le Premier ministre dit en avoir assez de ceux qui cherchent des excuses culturelles ou sociologiques aux attentats. Il lance aussi un appel à l'islam de France. Écoutez. Il faut mener, bien sûr, une lutte implacable contre cette radicalisation. Mais moi, je vous le dis,
J'en ai assez de ceux qui cherchent en permanence des excuses et des explications culturelles ou sociologiques à ce qui s'est passé. La priorité à la jeunesse, bien sûr, et c'est celle du gouvernement, mais aucune excuse, aucun d'entre nous ici ne fait le moindre amalgame et nous distinguons bien. Et en même temps, nous disons qu'il appartient à l'islam de France de se lever et de dire que l'islamisme, le salafisme doivent être combattus par les armes que donne l'état de droit, bien entendu, mais doivent être combattus aussi par l'islam de France sur le plan théologique, sur le plan idéologique et sur le plan culturel. Alors, monsieur le sénateur, oui, priorité à la jeunesse, mais aujourd'hui, priorité à remettre partout la République debout. Les suites de l'enquête des attentats de Paris, 4 des terroristes suspectés d'être en lien avec les attaques étaient sous surveillance en Belgique dès juin 2015. En France, il y a la fameuse fiche S pour sûreté de l'État. À quoi sert-elle? Les détails avec Sophie Normand-Couturier. Les frères Abdeslam, Omar Ismail Mostefai, au total, 4 des hommes soupçonnés d'avoir joué un rôle clé dans les attentats figuraient sur une liste de 85 personnes radicalisées transmise par les services de renseignement belges à la commune de Molenbeek. En France, près de 10 000 personnes font l'objet d'une fiche de renseignement dite fiche S. Une fiche alimentée quotidiennement par les services de renseignement, ce qui ne signifie pas une surveillance permanente. Elle sert le plus souvent d'indicateur. En gros, il s'agit d'attirer l'attention des forces de sécurité si l'une des personnes fichées est contrôlée ou interpellée. Les services de renseignement doivent alors aussitôt être avertis. La fiche S vise des hooligans, des membres de groupes d'ultra-gauche ou d'extrême droite, mais aussi des islamistes radicaux ou des individus pouvant avoir un lien avec la mouvance terroriste. Ils représentent plus de la moitié des fichiers S. Omar Ismail Mostefai, tueur présumé du Bataclan, en faisait partie. Alors y a-t-il eu défaillance? Devant les sénateurs cet après-midi, Manuel Valls a de nouveau défendu les services de renseignement français. Pendant ce temps-là, Bruxelles n'est plus en état d'alerte maximale et ce malgré cette fausse alerte aujourd'hui qui a entraîné la fermeture pendant plusieurs heures de la grande mosquée bruxelloise. Un colis a été découvert contenant une poudre suspecte qui s'est avérée être de la farine. Notez cette information ce soir, le geste de Vladimir Poutine, prêt à coordonner ses frappes contre Daesh avec la France. Le président russe qui a reçu François Hollande ce soir à Moscou, le chef d'État français qui en a appelé à la responsabilité de chacun dans la lutte contre le terrorisme. Je vous propose d'écouter le président français. Ce dont nous avons convenu avec le président Poutine, c'est un point très important. C'est de frapper que les terroristes, que Daesh et les groupes djihadistes, et de ne pas frapper les forces et les groupes qui luttent contre le terrorisme. Et nous allons justement échanger nos informations là-dessus. Et ce matin, François Hollande recevait à Paris le président du Conseil italien, Matteo Renzi, pour qui la Libye sera la prochaine priorité dans la lutte contre le terrorisme. Autre titre ce soir, la plus forte hausse du chômage depuis 2013, plus 1,2% en octobre, soit 42 000 demandeurs d'emploi supplémentaires. L'accalmie de septembre est totalement retombée. Les détails avec Cécile Sixou. Coup dur pour le gouvernement, plus 1,2%. En octobre, le taux de chômage fait un bond. Avec 42 000 nouveaux inscrits, la France compte désormais 3,59 millions de demandeurs d'emploi. Il faut remonter à avril 2013 pour retrouver une telle augmentation du nombre de chômeurs. Au total, la France compte désormais 5,4 millions de personnes sans aucune activité ou avec une activité réduite. Des chiffres pas satisfaisants pour Myriam El Khomri. La ministre du Travail tente tout de même de dédramatiser. Les chiffres ont trop varié ces derniers mois pour être interprétés sur le long terme. L'exécutif croit tout de même en la timide reprise de la croissance pour enclencher l'inversion de la courbe du chômage dans les mois à venir, condition à la candidature de François Hollande en 2017. Et puis encore une mauvaise surprise, cette fois pour les automobilistes, l'essence verra son prix augmenter en même temps que le gasoil dès le 1er janvier 2016. On fait le point avec Géraldine Bavolo et Jordan Klein. La pilule est amère pour les conducteurs. Promis par Ségolène Royal en octobre, la baisse du prix de l'essence ne sera finalement pas aussi efficace. Le projet de loi de finances rectificative revoit les taxes sur l'essence à la hausse. Son prix avec le diesel ne sera donc pas aligné. Le gouvernement se défend. Je pense que tous les Français le constatent aujourd'hui, c'est que l'essence vaut moins cher maintenant
qu'il ne valait il y a un an. Le prix du pétrole a dégringolé de 30 centimes en un an. Les taxes sont donc peu efficaces. Au 1er janvier, le gazole augmentera de 3 centimes et le samplon de 2 centimes. Pour la sénatrice Chantal Joanneau, le gouvernement doit réadapter sa politique fiscale. Il est temps de faire les choix, de les faire de manière claire, assumée, dans la durée pour que ce soit justement pas punitif, et de compenser s'il faut socialement, parce qu'il y a des catégories pour lesquelles ça va être extrêmement compliqué, en tout cas à court terme, mais on ne peut pas continuer à dire une chose et son contraire. Près de 2 milliards récupérés dans le portefeuille des automobilistes serviront à financer en 2016 une baisse d'impôts en faveur des entreprises, le CICE. On passe tout de suite à la revue de presse. La revue de presse et on découvre ensemble les unes de vos quotidiens. Demain, Paul, on va commencer avec la une de Society. En couverture, Sonia, ces textos que nous avons certainement tous échangés le soir du 13 novembre, des échanges angoissés avec nos proches et cette interrogation. Et maintenant, il se passe quoi? Eh bien, 3 petits points qui en disent long sur l'ampleur du traumatisme et des questions qui subsistent pour l'avenir. Un numéro spécial pour Society. Libération, qui est un peu dans la même veine. Ces noms, ces victimes des attaques de Paris, Libération leur consacre sa une en forme d'hommage. Et l'on constate encore la jeunesse de ces personnes tombées sous les balles des terroristes. Stéphane, Lola, Marie, Christophe et tous les autres. Un hommage national leur sera rendu demain aux Invalides à Paris dès 10h30. On va passer au quotidien du nord-est de la France. Le quotidien du nord-est de la France reprend en une 7 journées de recueillement. Demain, vendredi, la France se recueille, titre l'Ardennais. 7 pages spéciales consacrées à cet hommage aux victimes, dont nombre d'entre elles venaient des 4 coins de la France. L'Ardennais qui rappelle que la région a aussi été meurtrie par les attaques terroristes. Et l'Union, Paul? Le bleu, blanc, rouge qui domine à la une du quotidien, comme il pavoisera demain les façades de France. Ne les oublions pas, rappelle le journal. Et en fond de une, ces portraits de victimes que saluera demain le chef de l'État dans la cour d'honneur des Invalides. Voilà, et à l'instant, je découvre aussi la une de Figaro, même tonalité, ce grand drapeau bleu, blanc, rouge, avec ce titre, l'hommage de la France. Merci beaucoup, Paul, merci à vous. L'entretien avec mon invité ce soir, il est journaliste, ancien directeur de Charlie Hebdo, auteur de livres C'était Charlie, Philippe Val, tout de suite. Mon invité ce soir est journaliste, écrivain. Il a été à la tête de Charlie Hebdo durant de longues années, puis il a dirigé France Inter. Il est l'auteur de nombreux ouvrages, dont le dernier en date s'intitule « C'était Charlie » aux éditions Grasset. Philippe Val, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue. Je voudrais d'abord vous faire réagir, Philippe Val, à cet élan, cet engouement pour des symboles patriotiques, et en particulier pour le drapeau tricolore qui sera à la une demain quasiment de tous nos quotidiens. Le président François Hollande souhaite le voir accroché à nos fenêtres. Comment vous voyez ce retour en grâce, en force de ce drapeau? Vaut mieux ce drapeau-là que d'autres, parce qu'il symbolise quand même des libertés, il symbolise quand même le respect humain. Et voilà, il est issu d'une révolution qui a voulu le bonheur des hommes, et pas leur malheur, et pas leur embrigadement. Je pense que pourquoi pas, il est normal d'aimer sa patrie. Je pense que le moment est venu d'aimer plus loin que sa patrie. Je pense que le moment est venu d'aimer le système, d'avouer qu'on aime et d'assumer qu'on aime le système, nos systèmes démocratiques, qui sont pleins d'imperfections, qui sont pleins de critiques tout à fait justifiées, mais qui sont plus beaux que les autres, qui sont humainement tellement plus... C'est-à-dire plus beaux que les autres. C'est-à-dire que les gens viennent, ils ont une vie privée, on les emmerde pas. La liberté. Ils ont, voilà, les femmes, les hommes ont les mêmes droits, les homosexuels sont respectés, voilà, c'est ça. Et c'est ce qu'il y a de plus beau actuellement dans le monde comme société, avec, une fois de plus, toutes les injustices encore qu'il y a, bien sûr. Et je crois que c'est un espèce de patriotisme démocratique dont on a besoin aujourd'hui. C'est une espèce de déclaration d'amour à l'état de droit. C'est ça qu'il faudrait réapprendre maintenant. Le drapeau français, c'est une bannière qui rassemble tous les citoyens français. On voit bien et on sent bien, Philippe Val, que l'esprit n'est pas du tout le même, et ça vous le savez, que celui qui avait prévalu après les attentats de janvier. Vous êtes d'accord sur ce point? On n'est pas du tout dans le même tonalité. Bien sûr, c'est pas la même chose, vous le disiez tout à l'heure. On avait la sensation, au mois de janvier, que nous étions ciblés, nous,
vous, les journalistes, enfin voilà, les policiers qui les protègent et les juifs, parce que ce mouvement terroriste est animé par un antisémitisme délirant. Donc le reste de la population a été solidaire, mais peut-être que tout le monde ne s'est pas senti concerné parce que c'était pas n'importe qui. Mais c'est très coupable. C'est très coupable parce que l'histoire n'a pas commencé le 7 janvier. L'histoire a commencé bien plus tôt. La menace a pesé sur les États de droit bien plus tôt. Il y a eu la fatwa de Salman Rushdie, il y a eu les attentats de Saint-Michel, il y a eu la guerre civile en Algérie qui a fait près de 200 000 morts. Les attentats de Madrid en 2004. Les attentats de Madrid. Beaucoup de capitales ont été touchées. Il y a un islam qu'on a vu se radicaliser, une partie de l'islam qui s'est radicalisée, qui est devenue militante et qui est devenue criminelle. Et c'est parti de, je pense, au début des années 80, avec le retour de Khomeini. Et puis, ça n'a fait que prospérer. Et on n'a pas voulu voir ça. Mais justement, vous aviez taclé, dénoncé il y a quelque temps une sorte de politiquement correct, aussi bien chez les politiques que chez les intellectuels, dans leur volonté à ne pas vraiment nommer l'ennemi. Mais quand on entend aujourd'hui, on peut avoir de nombreux extraits. Moi, j'entends Manuel Valls dire islamisme radical. Ça a changé? Oui, bien sûr. Et une fois qu'on l'a prononcé, qu'est-ce qui se passe après? Eh bien, une fois qu'on l'a prononcé, ça ne suffit pas, il faut réfléchir. Et surtout, il faut intégrer dans le débat, dans le débat nécessaire, il faut intégrer les musulmans qui eux-mêmes sont terrorisés par ce qui se passe au sein de leur religion. Beaucoup de musulmans. Vous trouvez qu'ils ne sont pas suffisamment intégrés ou eux ne font pas l'effort d'être intégrés? En tous les cas, il faut appeler et dire voilà, on est dans la même merde, vous et nous. D'ailleurs, vous êtes nous, nous sommes vous, on est les mêmes êtres humains, paniqués dans un premier temps par la terreur dont est capable ce mouvement radical, mais il faut se ressaisir et travailler ensemble déjà à une réforme de l'islam. Est-ce qu'on les entend, ces musulmans, ces Français d'abord, de culture ou de religion musulmane? Sur ce plateau, il y a quelques semaines, je recevais Malek Chebel qui était prêt. Il me dit mais moi je suis prêt. Mais il faut aussi qu'il y ait l'impulsion. Il y a quelque temps, l'écrivain turc Nedim Gürsel disait la même chose. Il y a eu des tribunes dans le monde de Français musulmans qui se sont exprimés. Pourquoi on ne les invite pas? C'est souvent, et je nous fais une autocritique, il y a eu plus que des aux journalistes que vous êtes et que je suis. Il y a eu plus que des tribunes. Il y a même eu une pétition formidable avec un texte magnifique d'une soixantaine d'intellectuels et de religieux musulmans après les attentats de janvier. Et moi, j'ai attendu de les voir, de les entendre, d'en entendre plus, et que le dialogue s'instaure. Et je pense qu'on a laissé prospérer des mosquées salafistes. Alors on dit oui mais le salafisme c'est pas le terrorisme. Oui, simplement c'est ce qui nourrit l'idéologie du terroriste. Donc on pinaille. Bien sûr que c'est cette question-là qui est en jeu. On a laissé prospérer ça et on a dit c'est parce que la République n'a pas intégré, c'est parce qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait, mais c'est un problème social. Donc, il y a toute une partie de la gauche, il y a quelqu'un par exemple ici comme Esther Benbassa, des gens comme ça, qui disent « Ah mais c'est un problème de la République, c'est pas un problème des terroristes, non, c'est toujours les victimes qui posent un problème, c'est jamais les bourreaux pour ces gens-là. » Or, si c'était un problème social, pourquoi le même phénomène apparaîtrait au Danemark, en Suède, qui sont des pays très différents de la France, où l'intégration se passe différemment, en Angleterre, en Espagne, en Italie, et dans les pays du Sud. Voilà. Mais vous avez entendu là encore, je le cite, Manuel Valls, qui exclut d'ailleurs, comme l'a fait en son temps Jean-Pierre Chevènement, toute culture de l'excuse. Il ne faut pas chercher, dit-il, des raisons sociales, culturelles, sociologiques. C'est des choix religieux et politiques. Mais il faut quand même comprendre d'où ça vient. Oui, bien sûr, il faut comprendre d'où ça vient, mais on a laissé une fois de plus s'installer en ne voulant pas le voir. Chirac disait pour le climat, la maison brûle, on regarde ailleurs. Oui, mais le climat, on s'en occupe, il n'y a pas de problème, il y en a, mais on va les régler un jour. Mais ça, la maison brûlait et on a regardé ailleurs. On a regardé dans l'opposition politique. Parce que, par exemple, Marine Le Pen, qui a des idées, à mon sens, idiotes pour régler et qui ne serviront à rien, qui sont sa sortie de l'Europe, les frontières, le racisme latent du Front National, etc. Dont on parle tellement aujourd'hui. Mais en attendant, elle parle. Oui. Elle nommait les choses. C'est pour ça qu'elle a ramassé du monde. Et c'est pour ça qu'elle monte à chaque attentat. Et on a laissé ce terrain de la laïcité, ce terrain du vivre ensemble, du respect de l'autre. On l'a complètement laissé. Mais vous dites, elle parle, mais elle n'a pas les solutions. Non, vous attendez des autres responsables politiques qu'ils parlent et qu'ils aient des solutions. Et qu'ils amorcent des solutions. Voilà. C'est une vraie révolution culturelle et je pense qu'il y a des solutions militaires, judiciaires, policières, mais il y a aussi des solutions culturelles. Et il faut une culture politique nécessaire à un citoyen dans une démocratie. Et il doit apprendre à aimer son système. Je reviens à cette déclaration d'amour pour l'état de droit qu'il va falloir partager entre tous les citoyens.
Vous dites les politiques, je vais citer également un philosophe qui va loin, certains disent trop loin, il s'agit de Michel Onfray, et il dit je ne veux pas escamoter son propos, mais que les guerres que nous, on va résumer ça, mais l'Occident, nous avons menées, eh bien conduit quelque part à cette riposte. Il ne trouve aucune excuse. Le débat n'est pas là, mais il tient un raisonnement qui est le sien. Il dit, voilà, nous ne sommes pas, nous, la France, intervenue en Irak, mais l'Amérique est intervenue, nous sommes intervenus en Libye, et voilà ce qui s'est passé. C'est complètement fallacieux. Pourquoi? C'est fallacieux parce que, au fond, sous prétexte de défendre des minorités dites opprimées, d'abord, l'histoire est très ancienne. La guerre entre les chiites et les sunnites, ça commence au 8e siècle, donc l'Europe est rien à ce moment-là. Donc c'est pas l'Europe, c'est pas les États de droit qui sont responsables de ces guerres interminables qu'ont agité pendant des siècles, qu'on appelle le Moyen-Orient. Donc c'est idiot déjà cette histoire. C'est ce que dit Onfray, ne tient pas debout. Et par ailleurs, ce qui est plus grave encore, c'est que on pense que ces opprimés qui deviennent des terroristes, eh bien, on peut pas leur parler, c'est pas de leur faute. Donc ils n'ont pas de liberté, ils n'ont pas de libre arbitre. Sous prétexte de les défendre, en fait, on est raciste. On ne les prend pas pour des êtres humains comme nous, alors que ce sont des êtres humains comme nous. Cette espèce de manière... C'est-à-dire qu'il ne faut pas dire que ce sont juste des barbares. Non, du tout. Il faut aller plus loin. Et puis il ne faut pas dire que ce n'est pas de leur faute, parce que c'est pas de leur faute s'ils prennent les armes, parce qu'on a été tellement salauds avec eux. Mais c'est les mépriser, c'est croire qu'ils n'ont pas de cerveau. Regardez par exemple, quand vous lisez Zola, Germinal, ce qui s'est passé dans le nord de la France, dans l'Est, ces grèves, ces misères, ces horreurs. Et puis en plus, quand tout a disparu, les filatures, les mines, la sidérurgie... Ils n'ont pas foutu des bombes, il y a eu des luttes syndicales. Aucune culture de l'excuse, ça vous le rappelez, vous le martelez. Non, aucune culture de l'excuse. Il faut partir du principe que chaque être humain adulte est responsable de ses actes et doit porter... Sinon, on ne lui prête pas le droit d'être libre. Néanmoins, Philippe Val, il faut avoir une vision aussi géopolitique et politique du terrain sur lequel nous intervenons. Est-ce qu'il s'agit aussi de ne pas répéter les erreurs du passé? Pour beaucoup d'experts, Daesh n'est autre que l'enfant de l'invasion de l'Irak, de la guerre en Irak, pardon. Non, c'est même pas vrai, parce que on est intervenu en Irak, ça a fait un bordel noir, mais on n'est pas intervenu en Syrie et ça a fait la même chose. Mais Daesh est en Irak aussi. Hein. Oui, mais Daesh, c'est une excroissance de tas de mouvements qui ont précédé le GIA, le Front islamique de salut en Algérie, enfin, Al-Qaïda même après. C'est une espèce d'arborescence du radicalisme. Ça n'a pas grand-chose à voir, je pense. Je pense que la deuxième guerre d'Irak, évidemment, s'est faite sur des présupposés aberrants. Voilà. Mais en attendant, c'est pas ça qui a provoqué ça. Ça préexiste. Ça préexiste depuis des années, bien avant la guerre d'Irak. Alors Philippe Val, nous sommes 10 mois après les attentats du mois de janvier. Quand on parle de Charlie Hebdo aujourd'hui, de Charlie Hebdo, quand on lit la presse, et j'ai retenu 2 ou 3 articles, eh bien Charlie Hebdo c'est synonyme de problème d'argent. On évoque des menaces, des départs. Ça vous fait sourire, mais c'est bien triste. C'est horrible. Et c'est très bizarre parce que l'image, moi, que j'ai eue de Charlie Hebdo en lisant des journaux, et pas des moindres, Nouvel Observateur, Le Monde, enfin bon, tout ça, ça ressemble pas du tout au journal que Cabu et moi on a refondé, créé et dirigé pendant 20 ans. Cette équipe pendant 20 ans, le journal pendant 17 ans. Et donc, c'est pour ça que j'ai écrit ce livre. C'est parce que, pour rétablir quelque chose de la réalité de ce que c'était que ce journal, jusqu'à ces drames. Ce journal, d'abord l'islam, quand on fait le compte des caricatures sur la religion, qu'on a fait pendant 20 ans, l'islam c'est 5%. Donc, et vous l'avez souvent rappelé. C'était pas du tout une obsession, quoi. 5% qui avait donné 95% de réaction. Voilà. Et puis, en plus, l'histoire d'argent, il n'y en a jamais eu. Tout était contrôlé, bref. Et le fait que l'on cherche chez la victime ces turpitudes-là, et notamment des turpitudes d'argent, en dit plus long sur ceux qui font ça que sur... Là, vous parlez des journalistes qui ont écrit ces papiers. Donc, il y a... Moi, je vous pose la question tout à fait directement. Est-ce que certains, oui, je les lis avec attention, est-ce que certains, selon vous, ne se sont pas montrés à la hauteur? Vous dites qu'à votre époque, il n'y a pas eu tout cela. Est-ce qu'on a un petit peu dilapidé cet héritage, entre guillemets?
Je pense que les gens qui font ça, qui font ce type d'article, et ils ont été nombreux à un moment donné, hein, après les attentats, ça a été notre consolation après les attentats, c'est de se faire pourrir dans une presse prétendument sérieuse, qui pour moi est une presse de guignols maintenant, enfin pas tous des guignols dedans, hein, il y a des gens très bien, enfin l'article de Raphaël Baquet, tout ça c'est odieux quoi. Eh ben je pense qu'il y a une mauvaise conscience. Charlie, de notre temps. Enfin, Charlie a mis en avant des choses, a dit des choses avant tout le monde, et on nous en a voulu. Tout le monde devait publier ces caricatures. On a été tout seul, on est parti devant le peloton. On est devenu une cible. Et on est devenu une cible, et la plupart d'entre nous sont morts maintenant. Et vous voyez, peut-être qu'il y a un fond de peur et de mauvaise conscience chez ces gens-là. C'est ce que vous ressentez. Mais moi, je ne suis pas là pour défendre Raphaël Baquet qui n'est pas là. Mais est-ce que quelque chose n'a pas empoisonné tout cela? Est-ce que l'argent, tout simplement, n'a pas fait beaucoup de mal? Non, pas du tout. L'argent a été contrôlé par des gens détachés de la Cour des comptes. Enfin, il n'y a pas un centime qui n'est pas comptabilisé. C'est les gens qui m'ont succédé. Alors comment expliquer ces attaques qui doivent vous toucher personnellement, vous qui avez porté Je pense qu'elles sont louches. Elles sont très louches et elles en disent très long sur la mauvaise conscience de ceux qui lancent ces attaques. Ils ont mauvaise conscience parce qu'ils sont lâches, comme beaucoup de gens, devant cette terreur. On peut comprendre que les gens aient peur. C'est pas honteux d'avoir peur, mais s'installer dans cette peur et avoir un discours démagogique pour essayer de conjurer cette peur en espérant échapper au massacre, c'est ce qu'il y a de pire. C'est ce qu'ont fait beaucoup d'intellectuels français en 1940. Vous serez d'accord pour dire qu'une... Ah, l'accusation est assez grave quand même. Non, beaucoup d'intellectuels français en 1940 bien compris. Ne sont pas tous restés dans la collaboration. Il y en a qui sont rentrés après dans la résistance, mais dans un premier pas, ils ont été à Vichy, puis beaucoup sont restés très... Parce que la peur garder des privilèges, c'est très important. Une page est définitivement tournée pour Charlie Hebdo. Oui, je pense qu'il y a eu deux Charlie Hebdo. Il y a eu le Charlie Hebdo des années 70, il y a eu le Charlie Hebdo de Cabu et de moi, et maintenant il va y avoir le Charlie Hebdo de Riss, qui est un troisième Charlie. Et Riss a hérité de nos parts, enfin, et c'est un type exceptionnel. Je pense que si on lui fout la paix, il va faire un très bon journal. Merci en tous les cas d'avoir été notre invité. Merci Philippe Val. La suite de votre émission tout de suite, c'est le zapping de Public Sénat à suivre. Les interdictions totales de manifestation et le fait que l'ensemble de la société civile écologiste n'a aucun moyen de se manifester et d'agir va être un frein quand même à cet accord-là. Et aujourd'hui, c'est quelque chose d'extrêmement difficile pour nous parce que cet élan de mobilisation citoyenne était un appui très fort pour les négociateurs pour aussi montrer que derrière eux, il y avait des millions de personnes qui les soutenaient. Le fait que tout soit arrêté aujourd'hui, à mon avis, va être quand même une des difficultés pour la COP. Des lunes mintines, mais y a la foire. Dans cette école privée du Fawet, dans le Morbihan, Christelle Combotte est la seule à enseigner le breton. Une langue qu'elle connaissait à peine il y a quelques années encore, quand elle étudiait le tourisme. Donc après le BTS tourisme, j'ai travaillé, mais ça m'a pas plu, donc j'ai voulu aller à Stumdi. Stumdi, c'est un centre de formation en breton. Donc en 6 mois, on apprend le breton, les bases du breton. Après, bien sûr, il faut parler. Et j'ai eu l'opportunité de faire ça. Le problème, c'est que je n'avais pas droit au Pôle emploi. Pendant ces 6 mois de formation, Christelle va donc recevoir une aide de 800 € par mois versée par la région. Mais une fois bretonnante, restait à financer les 2 ans de master. Là encore, elle a bénéficié d'une bourse de la région appelée SCOASEL. C'est une aide de 5 000 € par an, ce qui est énorme. Et qui nous aide en fait à... Moi par exemple, j'habitais dans le Finistère Nord et j'avais été mutée en stage dans les Côtes d'Armor. Environ, je dirais 100 ou 150 km de mon domicile. Donc le lundi, mardi, j'étais à Brest et le jeudi, vendredi, j'étais à côté de Guingamp. Donc il fallait ou prendre un logement ou alors le transport, le train, tout ça. Donc c'est vrai que ça engage des frais. Un président de la République dans une situation comme il est, confronté avec le fait qu'il y a une bande de terroristes qui ne vise plus un groupe spécial ou des représentants de l'État ou de la société. Mais la population entière. La population, pour intimider, n'a aucune autre possibilité que répondre
avec la fermeté qui est exprimée par l'état d'urgence. Et moi, je le connais très bien, François Hollande. Je crois que l'état d'urgence est dans les mains d'un homme absolument responsable en ce qui concerne les droits des Françaises et des Français. Je prends le gouvernement au mot, il dit qu'on est en guerre. Alors en guerre, vous savez, les questions électorales passent au second plan. Quand on est en guerre, ça veut dire qu'il faut faire des sacrifices. Quand on est en guerre, ça veut dire qu'il faut mesurer qu'on ne fait pas la guerre à Raqqa et pas la guerre à Paris. En guerre, on est engagé totalement et partout. C'est une question de responsabilité. On ne peut pas faire une guerre bobo où la guerre elle est loin et puis nous, non, on n'est pas concernés. La guerre, elle est toujours totale. On ne fait pas la guerre avec des demi-mesures. La tâche du gouvernement et la tâche de l'État, c'est de rendre coup pour coup, c'est de répondre à l'attaque que nous avons connue, et c'est d'écraser Daesh et de mettre hors d'état de nuire les terroristes. Mais je sais aussi, et je n'ai cessé de le dire depuis le mois de janvier, que nous courions un risque, qu'il y avait un risque, et la vérité oblige à dire aux Français que ce risque, il est durable. Car quand on mène une guerre, il faut s'attendre à ce que l'ennemi cherche de nouveau à nous atteindre. Donc c'est un appel au rassemblement, à la vigilance, au sérieux, au sang-froid et à la dignité que j'adresse au-delà de vous aux Français qui doivent pouvoir compter non seulement sur la détermination du gouvernement, mais sur l'engagement de la représentation nationale dans ce qui est une guerre, et cette guerre, ensemble, nous la gagnerons. Et on arrive à la fin de cette émission. Merci de votre fidélité. Notez-le, demain, à partir de 10h sur les chaînes politiques et parlementaires, vous pourrez suivre l'hommage national aux victimes des attentats de Paris, aux Invalides. Tout cela en direct, bien sûr. Merci encore de votre fidélité. Belle et douce fin de soirée en notre compagnie.